On parlait tout à l'heure des assistants vocaux qui peuvent nous écouter. Alors, ils s'allument, ils s'éteignent. Sur les ordinateurs portables, beaucoup le font, y compris. J'ai vu une fois que même Zuckerberg l'avait mis un scotch en disant « Je connais quelqu'un de plus intelligent que moi qui l'a fait, je le fais aussi sans savoir. » Donc, le scotch, moi, mes étudiantes ont mis tous un scotch. Sur l'enceinte connectée, on ne va pas mettre un chewing-gum sur le micro. Donc là, il faut faire confiance. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a cette espèce de peur historique, y compris encore plus pour l'audio, je pense, avec les histoires des écoutes téléphoniques. Et puis le Macintosh, il a été lancé en disant, regardez, IBM, c'était 1984, on s'en souvient, une pub extraordinaire de Ridley Scott. Donc on a toujours comme ça cette peur qui ralentit un petit peu, à juste titre, toutes ces innovations au plus près du corps, au plus près de nous, par le son. Alors ça, c'est vrai que c'est super intéressant ce que vous dites parce que c'est un des points clés et un des phénomènes qu'on a le plus observé ces dernières années. C'est la réticence, la peur par rapport à certaines technologies. Et là, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. C'est-à-dire que, d'abord, est-ce que les peurs sont légitimes? Sur les assistants vocaux, machin, etc. À mon sens, tant qu'il n'est pas piraté, on peut globalement lui faire confiance. Parce que surtout, pourquoi avoir peur d'un assistant vocal, sachant que vous avez un smartphone dans votre poche qui, avec Pegasus, peut réellement, même un iPhone, vous espionner à distance. Oui, tant qu'il n'est pas piraté, y compris par un État avec un autre. Je pense aux fuites des États-Unis avec l'Angleterre qui écoutait nos conversations. Tout à fait. Mais nos conversations, après, attention. C'est de la masse. Il y a le côté masse, mais il y a le côté ciblé. Moi, si je suis président de la République, si on m'écoute, c'est un vrai problème. Mais alors je dis, il ne faut surtout pas dire j'ai rien à cacher, parce qu'effectivement c'est la porte ouverte à personne n'a rien à cacher, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, et bref, et là la surveillance de masse. Mais il faut être hyper vigilant. Et par rapport aux réactions qu'on peut avoir de prudence vis-à-vis de ces outils, je pense qu'il y a une partie qui est très saine, parce que ça traduit une prise de conscience de la part de beaucoup de gens. C'est vrai que sinon, il y a beaucoup d'insouciance, on fait n'importe quoi, enfin tous les gens qui ont raconté leur vie sur Facebook sans aucune précaution. Mais il y a un mais, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de radicalisation. C'est-à-dire qu'on est devenu, du coup, hyper prudent, souvent par principe, avant même de savoir, mais par principe. Et par exemple, sur la question des données personnelles, il y a une espèce d'intégrisme aujourd'hui pour surveiller ces données personnelles qu'on n'avait pas avant. Alors qu'on a depuis des années des cartes de fidélité dans les supermarchés avec des sociétés qui savent tout de nos habitudes de consommation, on ne s'y est jamais intéressé. Et là, tout d'un coup, on s'excite parce qu'il y a des cookies qui permettent à des sites d'adresser de la publicité ciblée pour vivre et pour exister. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Attention. Moi, j'ai rarement un point de vue radical dans un sens ou dans l'autre. La vérité, elle est entre les deux. Oui, il faut de la prudence. Et elle évolue. Et elle évolue, exactement. Mais non, il ne faut pas non plus tomber dans la peur panique. Pour autant, moi, je suis vraiment un intégriste de la sécurité. Je fais super gaffe. J'ai un gestionnaire de mots de passe pour pouvoir utiliser des mots de passe complexes. Je briefe toute ma famille par rapport à ça. Je fais la guerre à mon papa, à ma maman qui continue à utiliser 1, 2, 3, 4, etc. Quand je partage un mot de passe avec un ami, je lui envoie sur WhatsApp et pas par SMS, je lui dis efface-le après, etc., etc. Donc je pense qu'il y a des bonnes pratiques à adopter, mais il ne faut pas sombrer dans la paranoïa. Et pour ça, il faut juste savoir ce qu'on est en train de faire, en fait. Il est clair que c'est surtout une question d'usage et même, j'ai envie de dire, de culture. Et de notre culture, on doit aussi la faire évoluer. Alors, justement, on va parler un petit peu de data, de réglementation, de sécurité. Bon, on ne va pas s'appesantir sur ce qu'on a bien vu passer, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Le RGPD, finalement, on a reçu tout à coup énormément de mails. On l'a plutôt vécu comme quelque chose d'un peu envahissant, alors qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière le RGPD. Et il me semble que même aux États-Unis, on se pose un peu la question de l'intérêt de cette loi européenne. Les lois aujourd'hui, celles un peu plus strictes, c'est plutôt ceux que j'ai découverts aussi avec vous, comme le Cloud Act, le Patriot Act, dont on sait que c'est ce qui permet, par exemple, à un gouvernement, celui d'où vient tout ça, la Silicon Valley, je pense aux États-Unis, c'est pour ça que souvent on le cible, pourrait se permettre de demander à Google nos conversations. Là, évidemment que ça n'est pas sans poser des questions. Et c'est pour ça qu'en réaction, alors ça je ne les connais pas bien, si vous pouvez en parler un petit peu, arrive le Digital Service Act européen.
le Digital Market Act européen, je crois aussi. Oui, Alors, DMA, DSA. voilà, Ouais. à quoi vont servir, parce qu'elles ne sont pas encore votées, je crois. Hein, Non, c'est en cours d'élaboration et ça va être très long et on le sait parce qu'il y a plein d'étapes de négociation. Mais il y a une étape là récemment qui a été, avant Noël, qui a été adoptée déjà. D'entente, de standards, de lobbying, voilà. c'est compliqué. Ça va être, oui, mais c'est vrai que, vous savez ce qu'on dit, c'est qu'en général, les États-Unis innovent, l'Asie copie et les Européens réglementent. Oui. Alors, au début, ça me faisait beaucoup rire et c'était un rire un peu moqueur, sous-entendu, ouais, ben, on n'est pas capable de faire comme les autres et par contre, nous, on fixe les règles. Et puis après, on se dit, mais en fait, c'est vachement bien. En fait, c'est une super position. Ouais. Parce que finalement, c'est eux qui ont dépensé des milliards pour créer les technologies. C'est eux qui, voilà, dans quelques années, ce seront des vieilles industries qui auront créé des choses qui seront devenues des commodités. Hein. Si je leur dis ça, ils vont m'arracher les yeux, mais je pense que c'est fait. Voilà. Et qu'est-ce qui va rester de tout ça? Les usages et notamment donc le cadre dans lequel on va utiliser tout ça. Et c'est là où la réglementation est importante. Alors oui, le RGPD, c'était donc ce règlement européen sur la protection des données qui est censé nous éviter que nos données partent aux quatre vents et soient exploitées abusivement. Je fais bien la différence entre exploiter et exploiter abusivement. Et donc le RGPD, c'était une première pierre, mais vous l'avez dit, on a surtout vu les effets négatifs. L'autre effet négatif, c'est aujourd'hui les pop-up permanents. Il faut à chaque fois dire oui ou non sur les... Donc voilà, ça c'est l'effet pervers de la réglementation. Et puis comme on n'a pas envie de tous les régler, souvent on dit oui. Non mais c'est insupportable. Ouais. Là on est tombé dans un truc, un autre problème un peu kafkaïen. Et pour revenir au DMA des DSA, effectivement, c'est la réponse européenne pour essayer de fixer des règles et de canaliser, de freiner un peu les ambitions et les exagérations coloniales, on pourrait dire, des GAFA, des géants américains du numérique. Et pour qu'ils respectent nos règles, c'est-à-dire que voilà, on va leur imposer plein de trucs, et avec le marteau, enfin le bâton et la carotte, c'est-à-dire il y a ce qu'ils pourront faire. Venez profiter du marché européen, qui est le plus gros du monde, hein, c'est nous qui avons le plus de consommateurs, etc. Mais attention, on a nos règles fiscales, nos règles en termes de vie privée, on a nos valeurs qui ne sont pas les vôtres, etc., etc. Donc c'est un gros machin. Ce qu'il en sortira, j'en sais rien. J'espère qu'il n'en sortira pas un dinosaure et qu'il va nous apporter plus de contraintes que d'avantages. Mais en tout cas, c'est important parce que c'est maintenant qu'il faut agir, quoi. Donc, dans ce pays où on est à l'origine des droits de l'homme, l'idée qu'on continue finalement à réglementer, c'est exactement ça. Je la trouve tout à fait séduisante. Merci beaucoup. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on est malgré tout un petit peu coincé quand même entre deux gros pôles que sont les États-Unis et la Chine. Il y a des volontés que ça évolue, hein, y compris sur ces questions de souveraineté. J'ai écouté quelqu'un en parler avec vous récemment sur mondenumérique.info et qui disait on ne manque pas forcément en effet d'initiatives, d'idées, financements. Bon, en effet, on n'a pas les mêmes, mais on en a quand même. Hein, il y a quand même des financements en Europe. Mais on manque d'infrastructures. C'est-à-dire que ce qui nous manque aussi, c'est des grosses infrastructures. Aujourd'hui, finalement, on peut développer des services sur AWS d'Amazon, mais on n'a pas forcément les gros data centers. Il y a OVH, mais c'est peut-être ce qui nous manque, non, selon vous? Oui, alors là, moi, je ne fais que rapporter effectivement ce qu'on me dit à droite à gauche. C'est la question du cloud et du cloud souverain. C'est-à-dire que le cloud, l'informatique en nuage, le fait de... aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, c'est un truc dont on a absolument besoin aujourd'hui. Et le problème, c'est que les meilleurs acteurs du marché sont américains. Et donc, comment faire, sachant qu'il y a quand même des choses en France. C'est Tariq Krim à qui vous faisiez allusion, qui est un entrepreneur français qui a un discours assez véhément, qui est un discours très, très positif, pour dire qu'en fait, on a des talents en France, mais ça, c'est indéniable. Hein, on a des talents. On a même des entreprises qui font des choses superbes, sauf qu'elles font des petits trucs dans leur coin. Elles sont nulles en marketing, et ça, je le dis, mais en vous regardant, elles sont nulles en marketing et en communication, hein, contrairement aux autres qui sont des bulldozers en marketing et en communication. Et donc, c'est là où il faut arriver à fédérer tout ça. Et le coût des grandes infrastructures, oui, du coup, on se retrouve à devoir utiliser les infrastructures de Google ou de Microsoft
pour fabriquer du cloud souverain. Donc la polémique, c'est de dire est-ce qu'on peut faire du cloud souverain avec des Américains? Les initiateurs, dont le gouvernement actuel, disent oui, c'est possible. Il suffit de border tout ça d'un point de vue juridique. Si vous mettez Google et Thales, en fait, vous créez une troisième entreprise qui est en réalité pilotée par Thales. Donc Google n'est plus que prestataire de services. Mais il y a toujours quand même des choses dont il faudra se méfier malgré tout. Maintenant, est-ce qu'il faut dupliquer les data centers qu'il y a aux États-Unis, faire la même chose en France? J'en sais rien. Effectivement, c'est des milliards de dollars. Et puis après, moi, j'ai une conviction et une impression qui n'est pas super optimiste par rapport à tout ça. Si on prend beaucoup de recul, c'est qu'en réalité, l'histoire nous a montré que de toute façon, on veut toujours rivaliser avec les Américains, mais les Américains ne nous laisseront pas faire. C'est ça le truc, c'est que les Américains ne laisseront pas l'Europe devenir une... Et les Chinois non plus d'ailleurs. Et les ça Russes que je non vous plus. écoutais dire tout à l'heure, Google, prestataire de service, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie non plus. Oui, non, Ah mais bien sûr. La force, les États-Unis, et Dieu sait que j'adore ce pays, surtout pour tout ce qu'il a apporté au niveau technologique, mais ils sont dans une mécanique impérialiste. Sans omettre la 5G avec Huawei, qui va voilà. clairement jouer son Donc rôle. nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tirer notre épingle du jeu. Si on se bat exactement avec les mêmes armes, c'est des batailles qui peuvent aller, à mon sens, très 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 loin dans le futur. En attendant, on fait des règlements. Ouais, mais c'est peut-être une manière soft de régler beaucoup de problèmes. C'est peut-être ça le vrai soft power. Oui.